La racaille n'a plus peur de rien. Ah bah non, c'est terminé. Bon, ils ont plus aucune limite, c'est fini. Ouais. Pourquoi on parle pas, pourquoi ça, aux infos, tout ça, on n'entend pas plus parler de ce qui se passe à Limoges. Limoges entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres villes, hein, évidemment. Mais Limoges, là, depuis 3-4 jours, hein, c'est la guerre civile dans les rues. Ouais, ouais, ouais. T'as des bandes de petites pourritures de merde, cagoulées évidemment, ouais, parce qu'ils sont pas du tout courageux. Ah bah non, ah ouais, 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 ils se cachent pour aller agresser des pères de famille, faire tendre des guet-apens aux flics aussi, ouais, hein, parce que c'est devenu la nouvelle mode ça aussi. Ah oui, vous savez pas, mais depuis un moment en fait leur truc c'est de, par exemple, de commencer à mettre le feu pour faire venir les forces de l'ordre, mais le but c'est qu'elles viennent pour leur foutre sur la gueule. Ouais, bah évidemment, puis ils font pas du 1 contre 1. Bah non, parce qu'ils sont lâches, que je l'ai dit déjà, ouais, ouais, c'est juste des sans-couilles. Donc ils attaquent à plusieurs, bien entendu. Il y a des bandes de 150 personnes qui sont tombées sur des voitures de pères de famille, les ont fait descendre de force, les ont tabassés pour brûler leur voiture. Comme ça, hein. Et puis t'as les dealers, ouais, les gros trafiquants de merde qui pensent que la ville leur appartient et maintenant ils font même des checkpoints. Ouais, tu passes ou tu passes pas. Toi tu passes. Ah non, c'est pas la police hein, qui décide. Non, c'est les dealers, ouais. Ouais. Et c'est comme ça. Et pour l'instant, 0 arrestation. Non mais c'est pas une blague, que dalle, ouais, rien. Donc en fait, bah quelque part ils auraient tort de se priver puisque de toute façon la justice n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les forces de l'ordre malheureusement, bah ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne comme moyen, oui, parce qu'ils sont pas équipés. Non parce qu'en face ils ont quand même des mecs armés jusqu'aux dents et les flics on leur donne des gazeuses. Ouais, ah oui, bah oui. Ah ouais, c'est du foutage de gueule. Et puis là-haut, t'as notre président, bah lui, qui vit sa meilleure vie. Et puis t'as les députés qui se barrent en vacances pendant 45 jours là. 45 jours de vacances, ouais. Ils reprennent que le 22 septembre, je crois, un truc comme ça. C'est beau, hein, voilà. Pendant que le pays est à feu et à sang, ils se font des petites croisières, ils vont se barrer en vacances. 45 jours. Moi, je veux pas 45 jours de vacances, hein. Bon, après, voilà, chacun, hein. Voilà, hein. Mais non, c'est merveilleux. 125 millions d'euros, 125 millions d'euros, on a dépensé pour installer des tablettes numériques Samsung haute qualité dans les cellules de nos détenus. Écoutez ça. Que l'administration pénitentiaire a dépensé 125 millions d'euros pour installer des tablettes numériques dans les cellules de chaque détenu. Bah oui, Romain, vous parliez tout à l'heure des 2 prisons qui ont été désignées pour accueillir des narcotrafiquants. Eh bien, ils découvriront dans leurs cellules une tablette Samsung Galaxy Tab, donc un modèle assez onéreux en plus, qui est installé donc dans chaque cellule. C'est en cours de finalisation. Déjà plus de 16 000 cellules sont équipées. Au total, il y en aura à peu près 25 000 pour un coût total de 125 millions d'euros. Ce sont des tablettes qui sont donc fixées au mur dans un sarcophage, paraît-il, inviolable et sécurisé sur un système intranet. En théorie, donc, elles ne sont pas censées être détournées. C'est pas ce qu'on voit sur les vidéos, sauf que les détenus s'en servent en réalité pour regarder des films ou jouer aux jeux vidéo, Paul. Voilà, effectivement, vous avez montré ces images à l'antenne de vidéos TikTok d'un détenu qui poste ces vidéos en disant mais regardez ce que j'en fais de ces tablettes, dit-il en ricanant. Il propose même ses services aux autres détenus en disant pour 50 €, je vous envoie un tutoriel vidéo pour vous montrer comment est-ce que l'on peut craquer la tablette. En fait, c'est pas très compliqué. Il suffit, semble-t-il, de réinitialiser la tablette Samsung et pour s'en servir ensuite pour tout à fait autre chose. Et pour peu qu'on ait par ailleurs une carte SIM clandestine, eh bien on peut se connecter à Internet. Alors on imagine la colère de certains. J'ai des sources internes dans l'administration pénitentiaire qui me disent on avait alerté là-dessus et pourtant on n'a pas été écouté. On savait qu'il y avait un risque de détournement et en plus c'est un budget considérable à l'heure où on demande des économies à tout le monde et où le budget des prisons devrait servir à construire de nouvelles cellules plutôt que d'équiper d'écrans et de tablettes celles qui existent déjà. Non mais c'est une blague, c'est une blague. C'est incompréhensible, on n'a pas une thune. Enfin, force est de constater qu'on en a plein en fait. On est des bourges, tous. La France est riche en fait. Grâce à nous, hein, pauvres citoyens. Et c'est pas prêt de s'arrêter, parce qu'à mon avis, il va nous en mettre des taxes. Mais 125 millions d'euros, c'est quoi ça? Est-ce que vous aviez entendu parler de cette dinguerie? Allô, la gendarmerie? Oui, bonjour. Je viens d'arriver à ma maison de campagne. Apparemment, il y a un petit problème. Il y a des gens qui sont à l'intérieur, là. Ils veulent pas m'ouvrir. Ils ont changé les clés. Je peux pas rentrer. Des squatteurs? Oui, bah j'imagine bien que c'est des squatteurs. Oui, parce que je les connais pas. Bah faudrait venir les faire dégager, là. Vous pouvez pas? C'est ma résidence secondaire, donc vous pouvez pas venir. Très bien. Je vous rappelle. Oui, rebonjour, c'est le monsieur de la maison qui était squatté. Oui, je vous rappelle pour vous dire, allez, hein, c'est réglé.
Oh, non, ils sont pas partis, non. Je leur ai mis chacun un coup de fusil à travers la baie vitrée, là. Ils sont étendus dans le salon, là. Ma femme, elle est en train de nettoyer, on va les foutre dans le jardin. Oh bah oui, je suis sur place, moi. Ah, vous arrivez, là, maintenant? Ah bon? Bon, bah voilà, on arrive à vous faire venir, quand même. Les gilets jaunes, les convois de la liberté, les soignants qui ont manifesté pendant un an, j'en oublie d'autres, ceux qui ont manifesté contre le pass sanitaire puis le pass vaccinal. Tous ces gens-là, par contre, n'ont pas subi la même clémence que la délinquance, quoi. C'est-à-dire que eux, comme ils remettaient en cause directement comment dirais-je, les ordres illégitimes ou illégaux de nos gouvernants, ils étaient une menace pour le pouvoir. Donc, comme ils étaient une menace pour le pouvoir, eh bien, ils étaient un mauvais exemple pour les citoyens. Donc, eux, il y avait carte blanche pour les réprimer. D'ailleurs, je sais plus quel journal a sorti récemment des ordres qui avaient été donnés. Ils ont eu accès à des conversations à la préfecture de police de Paris où on entendait très clairement qu'il fallait défoncer, pardonnez-moi le langage, mais qu'il fallait défoncer les gilets jaunes, quoi. Voilà. Donc c'était très clair que cette répression n'est pas là parce que les gens le méritent. Elle est là uniquement pour faire rentrer les gens chez eux et qu'ils ne reviennent pas. Mais on peut faire de la résistance passive en n'allant pas verbaliser les gens. On peut faire de la résistance passive en se mettant en arrêt maladie si on n'en peut plus. Enfin, il y a des solutions où on rentre pas en conflit direct avec la hiérarchie, mais il existe des solutions. Et ça, il va bien falloir y penser parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en France, la destruction du service public, la destruction de l'hôpital public, la destruction de l'école publique. Pourquoi ? Parce que forcément, ils vendent tout ça au fur et à mesure à leurs copains du privé, qui financent leur campagne. Enfin, tout ça s'entremêle en fait, tout ça s'entrecroise. Si on prend pas conscience de ça, c'est notre profession qui est menacée vraiment dans son ensemble. Donc, il faut vraiment en prendre conscience, quoi. Majesté de Ursula von der Pfizer, la couronne de travers et le front couvert de honte. Le tribunal de l'Union européenne vient de lui infliger un désaveu cinglant. Il traque les fraudes aux fonds européens. Il est installé à Luxembourg et il enquête depuis 3 ans, depuis qu'un journaliste un peu plus curieux que les autres, moins intimidé par les institutions européennes ou moins militant de la cause fédérale, lui réclame des comptes. Il veut toute la lumière sur les marchés passés avec les labos pharmaceutiques au moment du Covid. Il n'est pas complotiste, il n'est pas anti-vax, il est américain et du genre tenace. Alors, la Commission a acheté des vaccins à 6 labos au total, mais c'est le tandem composé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech qui a raflé la majorité de la commande. Curieusement, les négociateurs européens n'ont pas eu à déclarer d'éventuels conflits d'intérêts. Leur identité est restée secrète. Contrairement à tous les usages, la présidente de la Commission européenne en personne a négocié avec Albert Bourla, le président de Pfizer. Il communiquait par SMS en janvier 2021 quand l'Europe a acheté 1,8 milliard de vaccins. On ignore pourquoi elle en a acheté autant, 10 doses par personne, qu'il a fallu ensuite détruire, et pourquoi il coûtait de plus en plus cher, 35 milliards d'euros. Cette énigme est au cœur du Pfizergate. Alors la Commission est légalement tenue de publier. Car vous proposez aujourd'hui de tronçonner notre service public en lui imposant 10 milliards d'euros de coupes budgétaires dans nos écoles, nos crèches, nos services incendies et tant d'autres. Alors il est sous-entendu que c'est pour financer notre défense nationale, sous-entendu se préparer à la guerre, mais dans ce cas, si on se prépare à la guerre, pourquoi est-ce que c'est nos services publics que vous bombardez? Et vous vous apprêtez à rafaler la France avec un plan d'austérité aussi antisocial qu'inefficace, avec une année blanche qui va affecter tout le monde, mais où les seuls à s'en sortir sereinement seront encore et toujours les très hauts revenus et les super profits des entreprises, puisque leur contribution va reculer par rapport à l'année dernière. Et ce que vous faites en proposant de vous en prendre aux malades en affection longue durée est d'une lâcheté pitoyable, et je vous le dis, ça va vous suivre longtemps. Parce qu'au fond, votre premier réflexe en temps de crise, c'est d'aller frapper dans la vie des diabétiques, des petits cons la mycoviscidose, des ouvriers avec des handicaps lourds, des malades d'Alzheimer, plutôt qu'aller frapper à la porte de Bernard Arnault. Parce qu'au fond, en gelant toutes les prestations sociales, vous montrez que votre première intuition, c'est d'aller pourrir la vie des retraités, des gens au RSA ou de pères et mères de famille, plutôt que de demander aux 1800 Français les plus riches de contribuer un peu plus financièrement avec la taxe Zuckman. Très rapidement là-dessus, sur les 2 jours fériés, je croyais en 2019 qu'Emmanuel Macron disait que ça ne servait à rien. Là, c'est tellement énorme que ça ressemble à une annonce faite pour être retirée
pour faire semblant de négocier. En tout cas, pour le groupe Insoumis, vous n'aurez que la censure. Hier, le Premier ministre s'est demandé, je le cite, « Quelle part suis-je prêt à prendre à notre avenir collectif ?» Eh bien, si M. Bayrou, après son discours hier, n'a pas compris que sa part à lui et au gouvernement, c'est de s'en aller, alors il doit y avoir 8 personnes dans sa tête et je ne saurais pas dire laquelle décide. Parce que vous justifiez votre plan de guerre sociale au peuple français par l'argument de la dette. Ça fait 20 ans qu'on nous dit ça, mais là, il faut reconnaître une innovation. Vous calculez la dette par seconde, c'est-à-dire que la dette française augmente de 5 000 € par seconde. C'est bizarre, vous ne faites pas ce même calcul partout, puisque les 210 milliards d'euros d'aide majoritairement aux grandes entreprises et financés massivement par la TVA des Français, c'est 6 700 € par seconde. Il n'est évidemment pas question pour vous de toucher à un seul centime de cet argent volé, mais simplement d'utiliser des chiffres qui font peur, qui tétanisent et qui empêchent les Français de vous contester pendant que vous les détroussez du patrimoine des plus modestes, le service public. Ça va, on vous dérange pas trop? Non, parce qu'on peut aussi vous léguer nos organes contre un abattement de 10%. Bah oui, parce que passer une vie à raquer, c'était pas suffisant. Et si on vous est payé les marmots? Vous êtes en train de pleurer et vous vivez un deuil épouvantable? Qu'à cela ne tienne, on va vous rendre l'épreuve encore plus insupportable. Et oui, Jamie, car si les gosses endeuillés n'ont pas un max de cash, on les oblige à vendre la maison familiale, pleine de souvenirs, de nostalgie. Pardon? Ah, ça vous fait une belle jambe? Oui, bien sûr, autant pour moi. Alors, pour la petite histoire, les droits de succession en France sont nés à la Révolution sur fond de liberté et d'égalité, en adoptant la première loi taxant les héritages, avec un modeste taux de 1% pour les transmissions en ligne directe. Ce qui était plutôt correct, vous en conviendrez. Mais bon, on va pas non plus les féliciter pour leur avoir donné une idée de merde. Donc depuis, ces frais ont évolué. Plus tu es proche du défunt et moins tu payes. C'est l'amour fiscal. Mais si tu es un cousin éloigné au 8e degré, prévois un crédit conso sur 2 siècles. Seul facteur immuable, l'État, qui continue à piocher dans les héritages tel un gosse de 4 ans à la pêche au canard. Et oui, la mortalité des Français a rapporté en 2023 la modique somme de 16,6 milliards d'euros. Et en même temps, quand on voit les gens soutenir une personne accusée de détournement de fonds, faut pas s'étonner que l'État continue ses ponctions lombaires. Du coup, à quand la taxation sur les bijoux de famille, le bridge en or de mémé ou la collection de timbres de Tata Yvette? Oh non, j'ai mieux, faire payer les crématoriums au poids des cendres rejetées par l'incinérateur. Je avais dit de faire un régime. Voilà, maintenant on est surendetté. Et voici, messieurs, dames, la part d'impôt sur les successions en pourcentage du PIB. Et oui, la France remporte la première place du classement. C'est beaucoup d'émotions. Alors, bonne nouvelle, il y a une manière légale de penser l'hémorragie. Il s'agit du démembrement de votre propriété. Il vous en coûtera un notaire, un bon mal de crâne et une semi-dépression du fait de devoir s'occuper de sa propre mort. Mais au moins, vous serez sûr de léguer vos biens à vos chiards en leur évitant une syncope lors de l'addition. Et une bonne semaine de merde à tous les contribuables. On est en train de nous expliquer qu'il est nécessaire de faire la guerre à la Russie. Mais moi, je veux qu'on m'explique pourquoi, en quoi elle menace la France. En quoi elle menace les intérêts vitaux de la France. En quoi le sort de l'Ukraine est-il vital pour la France? Enfin, les vraies questions, quoi. Il suffit pas juste de dire c'est nos valeurs. Non, non, le pouvoir de Kiev, il correspond pas à nos valeurs, hein. Les gens qui sont dans qui entourent, enfin, qui vérolent, à vrai dire, l'administration ukrainienne, ils correspondent pas du tout à nos valeurs, hein. Faut s'intéresser à eux un petit peu quand même. Faut voir ce que c'est. Le sujet, c'est que le rapport de force a changé, que nous n'en sommes plus du tout les maîtres, que nous sommes tout à fait secondaires dans ce truc, et que plus on se colle avec toutes les illusions possibles et imaginables et dans des postures de servilité à l'Amérique, plus on s'affaiblit en fait. On s'affaiblit géopolitiquement. Au total, les drones envoyés par les volontaires ont brûlé pour plus de 2 milliards de dollars d'équipements ennemis. Que les contribuables des pays occidentaux entendent ces chiffres et réfléchissent à la manière dont leur gouvernement dépense l'argent de leurs concitoyens. L'indépendance des juges d'instruction, c'est un leurre. Mais bien sûr, c'est un leurre. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'inculper plusieurs élus. J'ai été dessaisi à chaque fois des dossiers. Dans tous les dossiers qui concernaient des élus, j'ai été dessaisi. Je crois que je suis le juge le plus dessaisi de France. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. On rappelle que vous êtes magistrat, ancien vice-président du tribunal de Rouen. D'abord, c'est à la demande d'Éric Dupond-Moretti que vous êtes convoqué. Vous avez dit sur ce plateau, la carrière, c'est ce qui intéresse les magistrats. Les gens qui font carrière sont des petits soldats qui attendent de leur chef une reconnaissance. L'indépendance même du juge exclut qu'on puisse faire carrière. C'est-à-dire que les juges ne sont pas indépendants. Mais bien sûr que non. Les juges ne sont pas indépendants. Mais je pourrais en parler parce que le statut de la magistrature, l'ordonnance de 58, c'est un carcan pour les juges. Vous savez comment les juges évoluent leur carrière, parlons. Est-ce qu'on peut faire carrière dans la magistrature? On fait carrière, les militaires font carrière, il faut être un bon petit soldat, mais un juge, il est notamment indépendant. Les juges sont notés tous les ans, ils sont évalués tous les 2 ans. Ils sont, on dit qu'ils sont inamovibles. En fait, on se rend compte, et je sais pour le garde des Sceaux qu'il est intervenu dans le déplacement d'un juge à Monaco, là, récemment.
Le garde des Sceaux qui se permet de profiter de sa fonction pour lancer des procédures, des enquêtes administratives contre les magistrats du parquet national financier, etc. Le garde des Sceaux qui est mis en examen pour prise illégale. Une personne n'a pas des traits pervers assez prononcés, elle n'a aucune chance d'arriver à des positions de responsabilité au sommet de la hiérarchie. C'est un tel parcours du combattant, c'est tellement semé d'embûches, il faut vivre tellement de trahisons, il faut mettre en échec tellement de personnes avec lesquelles on est en compétition que les pervers ont un avantage compétitif absolument manifeste. Et le généticien Albert Jacquard l'avait dit au milieu des années 90, il avait mis en garde en disant attention, nous sommes en train de créer un monde dangereux parce que c'est tellement compétitif que seuls les gens sans foi ni loi ou hyper conformes vont arriver aux positions de responsabilité. Le profil de personnalité pervers est à peu près impossible à penser pour le commun des mortels, parce qu'un pervers est dépourvu d'humanité. On considère aujourd'hui qu'il y a 4 traits caractéristiques du profil pervers, c'est le machiavélisme. Ils sont prêts à toutes les ruses. Et selon la formule de Racamier, pour un pervers, un mensonge réussi vaut une vérité. Donc, tous les journalistes qui ont été en même temps pour rester le dans disent, il l'actualité. n'a aucune loyauté envers la parole qu'il donne, c'est juste pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Ensuite, vous avez le narcissisme, ils ne pensent qu'à eux et les autres ne sont que des objets dans leur monde. La psychopathie, il n'y a pas d'empathie, notamment pour la souffrance qu'ils infligent aux autres. Et finalement, le sadisme, c'est-à-dire même une jubilation d'infliger de la souffrance à autrui. Et c'est tellement éloigné de notre cœur d'humanité que la plupart des gens face à un pervers n'arrivent pas à identifier la réalité de ce à quoi ils font face, parce qu'on accorde toujours le bénéfice du doute à l'autre. Rien n'est tout blanc ou tout noir, chacun a ses raisons, peut-être qu'il a dit ça pour... Vous voyez, on exonère la personne en question en trouvant des bonnes raisons de ne pas voir ce qui existe. Et puis les pervers travaillent aussi beaucoup à mettre en échec notre intuition. Ils nous font douter, ils nous mettent dans des paradoxes tellement difficiles à penser qu'à un moment donné, on suspend sa capacité réflexive. C'est le « en même temps » de Macron, et qui après devient un espèce de paradigme de fonctionnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans des entreprises toxiques où le jeu politique, un honnête homme ou une honnête femme n'aurait aucune chance d'arriver à des positions de responsabilité. Donc il y a un élément systémique qui doit déboucher sur une réflexion politologique à l'échelle de la société. Est-ce que c'est les systèmes de gouvernance que nous voulons que ceux qui promeuvent inévitablement des personnalités très fortement toxiques à leur tête? Je rappelle que le parquet financier a ouvert une enquête sur Emmanuel Macron en 2019. Il y a eu une enquête sur lui le concernant, comme l'a rappelé Éric Vérac, je crois, sur les réseaux sociaux là, tout à l'heure ou hier. Et ce qui signifie que Macron a du souci à se faire après son mandat. Vous savez, comme Nicolas Sarkozy, comme d'autres. Hein. Donc ça a l'air d'être d'un grand nettoyage avant fermeture. Avant l'éventuelle fin du mandat d'Emmanuel Macron. Voilà. C'est ça ressemble à ça aussi un peu. Je me suis fait la même remarque. Il faut arrêter de raconter ah non, il faut pas être complotiste, il faut pas accuser sans preuve, etc. Il y a des faisceaux d'indices. Exactement. Et la question, c'est à qui profite le crime. Voilà. Donc là, on commence après Éric Denessé. Alors, je veux dire, quand Éric Denessé est mort, il y a eu plusieurs pistes. On s'est dit bon, Éric Denessé s'attaque quand même à la question ukrainienne, il est sur la liste des gens à abattre, la liste ukrainienne, il s'attaque à Macron, il a commencé à critiquer un peu sur le tard, mais il a fait quand même le gouvernement de Netanyahou. Bon, on se dit, c'est ouvert, il s'est fait de nombreux ennemis. Mais là, un mois plus tard, Olivier Marleix qui se fait tuer, ça resserre l'analyse, c'est-à-dire que un mois d'intervalle, Denessé, Marleix, on cherche le point commun. C'est pas l'Ukraine. Bon, Olivier Marleix aussi a critiqué le gouvernement de Netanyahou. C'est pour ça que quand je vois le tweet de Meir Habib qui rend hommage à Olivier Marleix, je me dis tiens, c'est curieux parce que Meir Habib a plutôt tendance à insulter les gens qui critiquent son ami Netanyahou. C'est ce qu'a fait Olivier Marleix. Bref, je referme cette parenthèse. Mais il était patron des députés LR, comme voilà. l'autre là en était. Donc on a ces deux suicides à un mois d'intervalle et leur point commun, c'est l'affaire Alstom. Donc effectivement, même pour Éric Denessé, on peut éliminer certaines pistes, on va dire. Voilà. Parce que là, donc quand je vois là sur les réseaux sociaux, arrêtez d'être complotistes, etc. Déjà, quand vous n'êtes pas concerné, quand vous n'êtes pas des opposants au pouvoir et que vous n'êtes pas visés par le pouvoir, j'ai envie de vous dire juste fermez votre bouche. ne nous dites pas
si on a ce qu'on a le droit de supposer ou pas. Vous n'êtes pas dans le viseur, voilà. Donc juste, vous avez juste le droit de vous taire, voilà, de vous taire, surtout quand vous êtes caché derrière des pseudos. Donc les gens qui sont visés par le pouvoir, oui, ils doivent parler, ils doivent. On est bien d'accord. Ils doivent pas C'est le seul accuser sans ministère qui nous preuve. reste encore un peu. Voilà. Mais pour se prémunir, il faut quand même pointer du doigt les coupables éventuels. Voilà. Quand il y a un assassinat, vous cherchez à qui profite le crime, et normalement, eh bien, il y a une enquête, il y a des auditions, etc. Mais on va pas rêver. Ça va pas se faire. Donc c'est à nous de le faire, le travail, d'une certaine façon. C'est exact. Et Il y a un cousin de Bribri, oui, notre Bribri national, qui serait impliqué dans un truc un petit peu bien dégueulasse. Alors, pour l'instant, les présumés, innocents, hein. Donc, il s'appelle Pierre Robert, et il serait impliqué avec un autre notable de la ville. Donc, ça, c'est entre Beauvais et Grandvilliers, là. Et l'autre notable de la ville s'appelle Adrien Bastard. Alors, s'il s'avère qu'il est coupable, lui, tu peux enlever le S à son nom de famille. Ouais, bref. Donc, lui, en fait, les deux, là, ils sont bien connus, puisque Pierre Robert, c'est un mec, un gros patron, qui détient notamment au Filature, qui est très connu dans la région. Il a 72 ans et donc il est accusé avec l'autre Adrien Bastard, qui est également très connu puisque c'est un notable de la ville, proche des forains, et qui organise en fait la mise en place des fêtes foraines justement, et la mise en place des concours de Miss, etc. Bon bref, eh bien sachez que ces deux-là, avec un troisième dont on ne connaît pas l'identité, sont accusés de détention et consommation d'images et de vidéos pédoporno, t'as compris, hein, et traite d'êtres humains, non mais attendez, ça va loin, et inoculation du VIH sur des majeurs et des mineurs. Est-ce que vous vous rendez compte la dinguerie du truc? En fait, donc, ces pourritures ont même apparemment, donc notamment Pierre Robert, aurait sévi dans plusieurs pays, puisqu'il a des appartements et des maisons un petit peu partout, et notamment au Sénégal, où il se serait fait plaisir également sur des jeunes enfants. C'est à dégueuler. Remettez-moi la peine de la guigui. Ouais, vraiment, je peux pas le dire là sur TikTok, je suis obligée de le dire comme ça, parce que de toute façon, dès que tu parles de vérité, ça leur plaît pas. Là, je m'attends à ce que ma vidéo saute, puisqu'on parle de Bribri et de sa famille, tu vois. Après, j'ai envie de vous dire, Bribri, elle n'est pas responsable de la merde que font les autres, hein, on est d'accord. Cela dit, ça commence à faire beaucoup, hein, pour la famille du monarque. Voilà, moi je dis ça, hein, voilà. Hein, ça donne des leçons, ça fait les beaux, et en fait, c'est juste des porcs, et encore même les porcs se comportent pas comme ça. Est-ce que vous avez eu cette information incroyable? Patrick Genevot a été condamné pour détention d'images pédopornographiques. Mais Patrick Genevot n'est pas n'importe qui. Il siégeait au Conseil national de la protection de l'enfance. Il était directeur de l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais. Pendant 5 ans, entre 2020 et 2025, il a eu des activités pédopornographiques. Le monde de la protection de l'enfance était au courant, mais tout le monde le laissait à son poste et personne ne disait rien. C'est-à-dire que le chef de la protection de l'enfance était un dangereux prédateur pour les enfants qu'il était censé protéger. Il y a beaucoup trop de brebis galeuses dans ce monde. Les parents que nous sommes et qui y sommes confrontés dénonçons des tas de choses, mais quand on voit que leur propre chef est l'un d'entre eux, c'est très inquiétant. Les éducateurs spécialisés, les associations qui détruisent les enfants au lieu de les protéger, c'est un problème dans l'échelle. Mais quand le problème tout en haut de l'échelle c'est le chef, on se dit qu'à chaque barreau en dessous, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est détruire l'échelle et il faut en refonder une nouvelle. Il faut tout refaire à zéro, il faut tout reconstruire. Le monde de la protection de l'enfance a besoin de gens intègres. Il est capital que nos enfants soient protégés. Nous, parents, nous le disons depuis des années, des décennies, et rien n'est fait. Donc il va être temps que ça change. En tout cas, regardez bien sa tête une nouvelle fois. Patrick Genevot, ne l'oublions pas, n'oublions pas son visage, est un dangereux pédocriminel. Vous êtes né homme et vous mourrez homme. Voilà ce que je veux dire. Alors, donnez-nous un échantillon. J'enverrai mes médecins prendre votre sang, trouver une solution rapidement, quelle que soit la manière dont vous voulez procéder. Et pourquoi ne pas nous donner à nouveau des photos de vous durant votre enfance et élevant vos enfants? Ce serait parfait. D'ailleurs, on pourrait vous appeler, pour une raison ou une autre. Comme je l'ai dit, nous irons au fond des choses. D'accord? C'est à ça que sert la divulgation. On va vous poser beaucoup de questions. Vous espérez probablement que, oh, vous savez que cela va disparaître, et au moins nous dirons que nous l'avons poursuivi en justice, nous dirons que nous l'avons poursuivi, elle déposera probablement une demande de non-lieu. J'aimerais qu'il y ait une enquête préalable. Je pense que nous le devons
au monde entier. Quoi qu'il en soit, les gars, nous nous révoltons contre cela. Nous nous révoltons contre les pervers qui dirigent le monde. Et je veux être très clair ici, je vous compte parmi eux. Je pense que vous êtes malades, je pense que vous êtes dégoûtants, et je suis tout à fait prête à mener cette bataille au nom du monde entier. D'accord? C'est ce que je vais dire, au nom du monde entier. Je vous verrai au tribunal. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Je ne suis plus optimiste. Et la raison en est très simple. La raison est que j'ai peur que ces vaccins à ARN, ces vaccins à ARN modifiés, quel que soit le nom qu'on leur donne, ont déjà fait leur travail. Et ce qu'a été leur travail. Et ça, c'est incroyable. Ce qui n'est même pas connu des planificateurs parce qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Mais c'est ce que j'ai dit il y a des années, que les vaisseaux de tout le corps vont être attaqués, de la tête aux pieds. C'est quelque chose qui n'arrive jamais dans aucune maladie, au sens systémique. Le cerveau, le cœur, le foie, tous les vaisseaux peuvent être attaqués. Et le problème, c'est que cela s'est confirmé. Donc, cette vascularité systémique conduit à la destruction des cellules cérébrales, évidemment. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Nous avons vu, j'ai bien peur d'affirmer, que des milliards de personnes ont un cerveau qui ne fonctionne plus, pas comme il devrait. Elles sont altérées. Elles n'ont plus la volonté, elles n'ont plus l'intelligence nécessaire pour faire bouger les choses. Et donc, notre seule chance est d'arrêter ce crime causé par l'ARN modifié. Parce que ce crime va nous détruire. Le problème, c'est qu'il déploie ces vaccins à ARN partout. Et les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que des milliardaires qui avaient des intérêts personnels à créer un système idéologique qui fasse penser que le transhumanisme devait être banalisé, qui ont construit des empires pharmaceutiques et de chirurgie de transition pour faire de l'argent et infiltrer l'ensemble des organisations mondiales de manière à ce qu'on fasse passer l'idée de deux choses, c'est que l'enfant serait un adulte en miniature capable de décider pour lui-même, ce qui n'est pas le cas, c'est un être en développement, affectivement, psychiquement, cognitivement. Et donc cet enfant auquel on attribuerait une capacité à avoir une sexualité fonctionnelle dès le départ, ce qui est vraiment très intéressant pour des pédophiles, aurait également dans le même registre, la capacité de s'auto-définir, c'est-à-dire de s'auto-déterminer de son genre, ce qui est une aberration développementale. Donc, la question qui doit être posée aujourd'hui, c'est est-ce que, oui ou non, on s'est fait manipuler il y a 30 ans par un réseau de milliardaires qui ont infiltré toutes les structures d'État, qui ont infiltré les médias, qui ont infiltré toutes les industries pharmaceutiques et les partis politiques pour faire passer une idéologie qui masquait en réalité ce qui relève d'une décision d'adulte, puisque aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, Nathan, quand vous avez un enfant, dès la maternelle, on lui fait lire des livres qui lui font croire que s'il veut être une fille ou un garçon avec des ailes de papillon, ça sera possible. Cette semaine, on a eu le droit au même scénario un peu partout. Et les gens, comme d'habitude, vous disent que la Terre est énervée. Cette phrase m'énerve beaucoup. Tous les jours, on voit des avions pulvériser des particules métalliques, aluminium, barium, strontium, ce qui rend l'air conducteur comme un réseau magnétique qui permet de manipuler l'atmosphère à distance avec leur tour 5G ou leur radar militaire qui envoie des impulsions, des ondes qui excitent les particules et compressent l'humidité. Les nuages deviennent ondulés, quadrillés. Et comme par hasard, c'est exactement ce qu'on voit dans le ciel avant la tempête. La Terre est sous radiation, la météo est artificielle. Il suffit de regarder des images satellites pour le comprendre. Et tout ça pourquoi ? Pour vous faire culpabiliser, pour dire que c'est de votre faute.
Arrêtez de bouger, arrêtez de respirer. Une blague gigantesque quand tu vois les budgets qu'ils ont pour les armes et les tanks. Et pourtant, même les gens spirituels pensent que Gaïa est énervée. Et le plus vicieux dans tout ça, ils utilisent votre culpabilité pour vous retourner contre vous-même. Vous devenez militant pour votre propre esclavage et tracez votre carbone grâce à vos bracelets connectés. Le contrôle climatique, c'est officiel et ça touche tout le monde. C'est une arme et on est la cible. On parle, c'est la France qui appartient à quelqu'un qu'on appelle Rothschild. Je vais insister là-dessus. Voilà, les gens qui disent qu'ils sont le pays des Lumières, le pays des libertés, et ils se rendent compte des siècles après la proclamation du flambeau des Lumières et des droits de l'homme, qu'en fait, ils sont la propriété d'une famille qu'on appelle Rothschild. C'est une honte. Allez vous suicider. Ils sont pires que les esclaves. Bon, c'est qui les Rothschild? C'est l'une des familles les plus maléfiques que la Terre ait connue depuis que la Terre est Terre. Il faut les citer comme ça. Ce que vous dites est vrai, c'est démontré. J'ai les éléments quand il parle de choses. Je dis que la famille Rothschild est l'une des familles les plus maléfiques que la Terre ait connue depuis que la Terre est Terre, les Rothschild. Et comme par hasard, la France est leur propriété. Et quand on a de l'argent qu'on veut mettre de côté, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est bien simple. Vous le déposez chez nous et on vous ouvre un compte. Un compte, oui. Et qu'est-ce que vous en faites, vous? Nous vous le gardons. Et où ça? Dans des coffres forts. Si fort que ça? Et si je veux reprendre mon argent, je peux? Quand vous voulez. Et si à la guerre, est-ce que vous fermez vos portes? Nous ne sommes pas en guerre, monsieur. Ouais, ben, moi, si je vous donne mon argent et puis qu'à la boîte ferme, alors je suis marrant, vous comprenez? Enfin, décidez-vous, monsieur. Vous avez une pièce d'identité? Oui, et vous? Qu'est-ce qui apporte les sous?